Violence basée sur le genre. Vous avez sûrement entendu déjà VBG. Qu'est-ce qui pousse les hommes à battre les femmes? Pour en parler, l'invitée du matin se nomme Sandrine Adon, elle est juriste. Bonjour. Bonjour à vous. Je vous ai donné le temps de vous installer, de souffler un tout petit peu. Le sujet, il est très sérieux. Commençons justement par avoir déjà la notion de violence basée sur le genre. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, quand on parle de violence basée sur le genre, on parle de tout acte nuisible et préjudiciable perpétré à l'encontre d'une personne, d'un individu ou d'un groupe d'individus à cause de leur identité de genre. Ça veut dire quoi? On pose des actes néfastes à l'égard d'un individu ou d'une personne simplement parce que ce sont des hommes ou des femmes. Et dans le cadre des 16 jours d'activisme, il y a une spécificité. Les 16 jours d'activisme commencent le 25 novembre, qui représente la journée pour la lutte contre l'élimination de toute forme de violence à l'égard de la femme. Et ces 7 jours-là prennent fin le 10 décembre, qui représente la journée internationale des droits de l'homme. Donc pendant ces 16 jours, les violences basées sur le genre sont spécifiquement axées sur le cas des violences faites aux femmes et à les jeunes filles. Donc pendant cette période, on a pour objectif de lutter contre toutes les violences faites aux femmes du fait de leur condition de femme. Donc en gros, les violences basées sur le genre reviennent à dire qu'il s'agit des violences ou des actes qui sont perpétrés contre les femmes simplement parce qu'elles sont des femmes. Très bien, mais en dehors justement des femmes, vous dites qu'il y a d'autres violences basées sur le genre, en dehors des femmes et des hommes, est-ce qu'il y en a, il y a d'autres cas? Oui, il peut y avoir d'autres cas, mais tout dépend du groupe d'individus. Ça peut être des discriminations raciales, ça peut être à cause des nouvelles formes de détermination de personnes, mais seulement dans notre cas, on reste sur la considération du genre homme ou femme. Donc on va prendre ou on va poser un acte à l'égard d'un individu qui lui est préjudiciable, qui porte atteinte en fait à son intégrité, soit physique ou morale, simplement parce que c'est un homme ou une femme. Alors, comment se manifestent ces différentes formes de violence basées sur le genre? Alors, il y a des catégories qui existent au niveau des violences, des formes de violence. On va avoir des violences physiques, des violences émotionnelles, des violences verbales, des violences psychologiques, des violences économiques. Mais seulement à l'intérieur, on aura aussi des types de manifestations de violence qui sont vraiment spécifiques. Waouh! Comment on peut torturer quelqu'un économiquement? Économiquement, en fait, on va essayer d'imposer en fait sa supériorité financière, si vous voulez. Donc, on a le cas d'une femme, vu qu'on parle des 16 jours d'activisme, qui souffre en fait d'un déni de ressources. Par exemple, elle a droit à un héritage et on ne lui reconnaît pas ce droit-là. Donc, on la prive d'accès à une ressource économique. Ou alors, du fait qu'elle n'a pas d'activité financière ou une activité qui peut produire des revenus, on va exercer sur elle d'autres formes de violence simplement parce que économiquement, elle est inférieure à nous, on va le dire comme ça. Donc, c'est d'abord économique, mais ça peut se manifester par des formes de violence verbale, des injures, des maltraitances. Donc, il peut y avoir des violences physiques qui vont découler de la première forme de violence qui, elle, est d'abord économique. Et finalement, quand on parle de violence économique, on parle de violence verbale, ça revient à dire, enfin, c'est une forme de torture morale. Exactement, exactement. Donc, on influence la personne, on exerce une forme de violence, de torture, en fait, psychologique et morale sur cette personne-là, pour l'emmener à être toujours dépendante, finalement. Et quelles sont les conséquences, justement, de ces violences sur la victime? Les conséquences sont nombreuses et elles sont surtout néfastes. Parce qu'une personne déjà victime de violences physiques, donc tout à l'heure je parlais des violences physiques déjà, dans le cas des violences physiques, on peut avoir des agressions physiques, mais on peut également avoir des agressions sexuelles, on peut avoir le viol, on peut avoir des mutilations génitales féminines. Donc ils forment des types spécifiques de violences. Et ce type de violence-là porte atteinte à l'intégrité même de la personne. Donc, dans le cas des mutilations génitales féminines, on peut avoir des conséquences graves, par exemple, pour une femme, dans le cas de la grossesse, de l'accouchement. Pour ce qui est des violences physiques, des coups et blessures volontaires, par exemple, reçus par une personne, elle peut être
dans l'incapacité de se mouvoir, ou simplement ça peut produire la mort, dans le cas du féminicide, par exemple. Donc on peut avoir la mort des personnes, des victimes. Malheureusement, dans ce cas, on n'a pas de survivantes. Également, il y a la pression sociale, où il y a la vision que la société va avoir de ces personnes-là. Par exemple, quelqu'un qui a été victime d'un viol, généralement, quand tout le monde le sait, la personne risque d'être stigmatisée, de se retrouver à l'écart. Les personnes victimes de harcèlement peuvent avoir du mal à s'intégrer, à faire confiance. Donc, on a des dépressions qui peuvent suivre, on a des tentatives de suicide qui peuvent suivre, on a des conséquences économiques aussi. Ne pas avoir accès à un travail, quand par exemple on vous harcèle et on vous demande quelque chose en échange d'un travail et que finalement vous êtes consciente que c'est mal, donc vous refusez. Vous n'avez pas de ressources économiques parce que finalement vous ne pouvez pas travailler. Donc toutes ces conséquences-là sont graves pour notre société de manière générale, mais pour l'individu, pour la femme concernée de manière spécifique. Et quelles sont les sanctions justement que la loi prévoit? Alors au niveau des sanctions, on a deux sortes de sanctions. On va d'abord aller sur ce que sont les sanctions civiles. Généralement, les sanctions civiles sont en mode réparation. Parce que quelqu'un vous a fait quelque chose, il est tenu de réparer. Et cette réparation-là s'analyse généralement en forme d'argent. Donc, la loi, avec l'article 1382, va vous dire « Tout fait quelconque de l'homme qui pose à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement-là, on va établir qu'il y a une faute qui a été commise par l'auteur de la violence et il y a un préjudice entre la faute et la conséquence. Et sur cette base, on va demander au juge de prononcer un montant qui est équivalent au préjudice. Généralement, ce préjudice, il peut être moral, il peut être physique, il peut être matériel, mais on l'évalue en fonction de ce que vous avez subi. C'est vrai, ça ne règle pas forcément le problème, on est d'accord. Mais au niveau civil, c'est déjà une réparation. Seulement, il y a le volet pénal aussi. Et le s'ajoute. Voilà. Donc, on a le choix. Généralement, on peut aller au niveau de la sanction civile ou alors aller au niveau pénal. Au niveau pénal, la petite caractéristique, c'est qu'il faut que l'action en fait, qui a été posée soit répertoriée comme une infraction. C'est-à-dire que cette action-là a été prévue par le code pénal comme une infraction. Par exemple, le viol, c'est une infraction pénale et c'est même un crime. Les coups et blessures volontaires, donc en cas d'agression physique, les coups et blessures sont prévus comme une infraction. Également, quelqu'un, par exemple, qui vous fait subir des violences verbales, des injures, on peut parfois les analyser en voie de fait. Donc, vous voyez que ces infractions-là sont prévues. Et comme telles, elles sont réprimées. Les sanctions sont prévues également. Donc, vous pouvez avoir des sanctions comme dans le cas du viol qui vont jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Des sanctions également qui vont sur la base d'amende. L'amende qui est différente des dommages-intérêts. Voilà. L'amende, c'est ce qu'on paye à l'État. C'est ça. Pour demander pardon, on va dire. Oui. Et de l'autre côté, les dommages-intérêts, c'est ce qu'on paye à la personne victime en guise de réparation. Mais moi, j'ai un petit souci, parce qu'au niveau de la loi, vous nous demandez de vous donner des preuves. Bien sûr. Mais pendant que la personne me torture moralement, mais je n'ai aucune preuve. C'est vrai. Mais ce qui est avantageux, on va dire, depuis quelque temps, depuis 2021, par exemple en matière de violence domestique, de violence sexuelle autre que domestique et de viol, il y a une loi qui existe. Au départ, on a tous entendu qu'il fallait forcément produire un certificat médical, par exemple, en cas de viol, avant de porter plainte. Depuis cette loi de 2021, on peut directement aller porter plainte sans produire un certificat médical. Donc, c'est déjà une grande avancée qui soulage quand même les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller voir le médecin pour produire un certificat médical avant d'aller porter plainte. Donc, la plainte n'est plus subordonnée à la production d'un certificat médical. Il y a également une avancée avec cette loi-là qui va permettre aux personnes victimes de pouvoir bénéficier de mesures de protection. Par exemple, dès que vous êtes victime ou votre enfant mineur, par exemple, est victime de violences domestiques et vous partez voir le président du tribunal de votre domicile, par exemple, à Cocody, vous partez au plateau, vous adressez une requête au président du tribunal qui, lui, va prononcer une ordonnance de protection pour vous. Donc, cette ordonnance-là peut contenir différentes situations. Ils vont, par exemple, vous autoriser à quitter le domicile,
à ce que la personne ne sache pas où vous vous trouvez, à même proposer des mesures, en fait, qui vont vous préserver de cette violence que vous subissez. Mais avant de nous protéger, Oui. avant de nous mettre en sécurité, Oui. quelqu'un qui me dit toujours « tu es idiote, tu es vilaine, tu es ceci », mais en fait, qui me torture moralement, il n'y a aucune preuve. Quelqu'un qui me bat, je peux montrer des traces. Bien sûr. Mais quelqu'un qui utilise des mots, et ça arrive. C'est vrai. Dans des Tout à couples, fait. ça arrive. Bien sûr. Mais je démontre comment. La preuve, généralement... Excusez-moi, souvent, il y a des femmes, justement, qui sont torturées, comme vous l'avez dit, économiquement. Au départ, comme dit une chanteuse que je salue ce matin, Yilim, tu m'as promis la lumière, la lune. Jean, dans ton foyer, on est dans l'obscurité. Donc, tu me demandes de m'occuper des enfants, de ne pas travailler. Finalement, même pour m'acheter une pommade, je dois faire appel. Mais pour me donner la pommade, tu vas m'insulter, je n'ai aucun moyen de prouver que je suis malheureuse pendant que dehors, tout le monde pense que tu me donnes de l'or, du diable. Je ne peux pas me défendre. Comment j'arrive justement à démontrer, à prouver que je suis en train de mourir là, à petit feu, parce que ça ne se voit pas sur ma peau? C'est ça la difficulté également avec les violences morales, psychologiques et émotionnelles. Parce que contrairement aux agressions physiques qu'on ne désire pas, bien sûr, qui sont plus visibles, les violences psychologiques, morales et verbales restent, mais seulement elles ne sont pas visibles. C'est ça. La seule alternative, on va dire, c'est par tout moyen, prouver par tout moyen. Des enregistrements, des messages écrits. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Puisque si on invite quelqu'un... Je ne peux même pas m'acheter une pommade, c'est un portable que je vais acheter. Le monsieur m'insulte, j'enregistre avec quoi? Bien sûr. C'est ça, vous êtes d'accord? Il y a des cas comme ça. Hein? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est peut-être les limites de la loi. Pour l'instant, le législateur, il va rien, n'a pas encore réussi. C'est peut-être pour ça qu'il demande de faire la preuve par tout moyen. Malheureusement, obtenir cette preuve s'avère assez complexe. Mais les personnes qui arrivent à prouver arrivent à obtenir réparation ou alors la sanction de la personne. Parce qu'on peut être sanctionné pour voie de fait, qui est une infraction pénale. Merci, madame. Alors, revenons donc aux mesures de protection. D'accord. Je porte plainte, on essaie de me protéger. C'est cela? Exactement. Mais je porte plainte, par exemple, en entreprise. Moi-même, je n'ai pas encore eu le travail. C'est quelle plainte je vais porter? Exactement. Et il y a cette pression sociale-là. C'est ça. Justement, qui pousse généralement les femmes, parce que les À se hommes, taire. quand ça arrive, les hommes sont un peu plus téméraires, sauf dans des cas de violence conjugale où les hommes refusent parfois de parler. Mais c'est vrai que dans le cas du harcèlement moral ou sexuel qui se déroule la plupart du temps dans le cadre du travail ou dans le milieu professionnel, c'est dur en fait d'arriver à faire d'abord la preuve ou alors d'aller jusqu'à porter plainte et de dénoncer. Parce qu'on se dit qu'on aura un manque à gagner. Il y aura quelque chose qu'on ne va pas pouvoir combler. On n'aura plus accès à nos ressources. Parfois, on se dit qu'il vaut mieux subir, alors que ce n'est pas la solution. En plus de subir, on a des séquelles qui naissent. On peut avoir la peur d'aller au travail. C'est ça. On devient dépressif, Oui. on est mal dans sa peau, on est rejeté. Souvent, on est poussé même vers le suicide. Exactement, exactement. Donc, la seule chose qu'il faut, c'est malheureusement trouver le courage d'aller jusqu'au bout. Et souvent, les victimes ou les survivantes vont dans des centres sociaux pour se faire accompagner. Donc, il y a de bonnes organisations féministes qui arrivent à les accompagner, à les suivre avec des psychologues pour les aider, avec l'aide de juristes. Parce que seul, c'est compliqué. Et c'est pour ça que quand on est survivante ou quand on est victime, il ne faut pas vivre en autarcie. Il faut quand même arriver, c'est pas facile, arriver à se réintégrer, à trouver un centre d'intérêt. Parce que la violence, ça fait mal. Ça fait mal, ça détruit à petit feu, Madame Adon. Là, on se regarde des yeux dans les yeux. Je vais vous demander de faire un effort et de regarder Ibé. Ibé, tu peux lever la main peut-être? Ibé, tu peux lever la main pour dire quelle caméra que Madame doit regarder, parler à ces femmes qui sont détruites à petit feu et qui n'osent pas sortir justement de ce cadre-là parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont le droit de porter plainte et de se défendre. Alors, mesdames, nous sommes dans le cadre des 16 jours d'activisme.
Et l'État de Côte d'Ivoire met des mesures en place. Les règles juridiques ne sont peut-être pas à ce que vous attendez, mais elles existent. Donc, il faut porter plainte, il faut aller auprès des juridictions. Et il existe même des lois qui protègent les dénonciateurs. Donc, vous pouvez dénoncer pour les personnes qui sont au courant d'une situation pour que la personne victime puisse être protégée. Voilà. Donc, le moment est favorable, comme dirait quelqu'un. C'est le moment d'aller vers les autorités judiciaires pour que vos situations soient prises en compte, pour que votre vie et que votre dignité humaine soient garanties. Vous avez bien raison. Alors, ce matin, je disais au réalisateur Jacques Brou que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Bien sûr. Il y a un pasteur aux États-Unis qui a été très fier de célébrer le mariage de sa fille. Et quelque temps après, elle revient lui dire « Papa, ça ne va pas. Le monsieur me bat, papa. » Et le père, pensant bien faire, lui dit « On va prier, ça va aller, on va lui donner des conseils. » Et il prend les affaires de sa fille. Il ramène sa fille au foyer. Et là, c'est la dernière fois qu'il a vu sa fille. Parce que quand elle est rentrée, il a été pris de rage, son époux. Pourquoi elle a dénoncé? Et ça a été le coup fatal. Cette fois-ci, quand il a battu, quand elle s'est couchée, elle ne s'est plus levée. La fille du pasteur est décédée. Jusqu'aujourd'hui, le père se reproche de ne pas avoir gardé son enfant. Parce qu'on a notre éducation aussi. On ne se marie pas pour divorcer.